Ok, et ben bonsoir tout le monde et bienvenue au Meetup et Python Run. C'est le premier Meetup de l'après-vacances d'été, parce que la dernière fois que nous étions vus, c'était juste avant les grandes vacances. Et ce soir, on a le plaisir d'organiser ce Meetup dans les locaux, dans les superbes locaux d'Hello Work. Voilà, donc vraiment, venez voir, ça vaut le coup d'œil. On est au septième étage. Donc merci à eux et puis pour toute l'organisation, puisque toutes les pizzas que l'on va pouvoir déguster ensemble en fin de soirée sont aussi offertes par Hello Work. Encore une fois, merci à eux. Ce soir, la thématique A Kind of Magic. Qu'est-ce que cela veut dire? On va le découvrir tout à l'heure. Donc avec Florian et Luc. Très rapidement, le Meetup Python Run, c'est un regroupement en fait de passionnés du langage Python. Donc on se retrouve régulièrement au travers, à l'occasion des meet-up qui ont lieu tous les mois, tous les 2 mois. Ça dépend de la fréquence, ça dépend des candidats. N'hésitez pas d'ailleurs à candidater aussi, hein, parce qu'il y a toujours plein de choses intéressantes à dire et à partager. Et puis autrement, au quotidien, on a l'habitude de communiquer sur un Slack. Vous avez l'URL en flashant le QR code, mais autrement, on pourra vous la redonner, hein, sans problème. On est quand même 479 membres alors sur le Meetup, hein. Sur le Slack, on est 99. D'ailleurs, qui sera le centième? Luc, il y a un cadeau d'offert ou notre considération, probablement. Et puis, on est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Blue Sky et sur Mastodon. Donc, vous avez tous les liens. Donc, maintenant, plus aucune excuse pour venir nous rejoindre. J'insiste encore sur le canal Slack parce que c'est vraiment là où on échange, où on partage toute une série de nouveautés qu'on peut découvrir dans le cadre de nos veilles technologiques respectives. Et justement, à chaque meet-up, on a une tradition, c'est qu'on commence par une petite séquence news. Cette séquence news étant alimentée par tous les retours des différents contributeurs et contributrices sur un channel spécial qui s'appelle Quoi de neuf. Vous noterez le petit jeu de mots. Donc, encore une fois, sur notre Slack. Donc, bien évidemment, je n'ai pas retenu toutes les news parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais on en aura quand même quelques-unes qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de la teneur de nos échanges. Commençons, ça c'est une tradition aussi, par les évolutions du langage Python. Donc l'IUP Python 3.14 est enfin sorti et est enfin utilisable. Donc je ne vais pas vous résumer, hein, ou vous décrire toutes les nouvelles fonctionnalités. Je vous ai mis quelques liens qui vont vous permettre de découvrir dans le détail et par l'exemple toutes les nouveautés apportées par Python 3.14. Mais si vous voulez l'utiliser rapidement, parce qu'il y a notamment une nouveauté au niveau du REPEL, il y a une petite astuce avec UV, donc qu'on va évoquer un peu plus tard, c'est que vous pouvez tester en fait cette nouvelle version de façon complètement isolée, sans même créer un environnement virtuel. Donc je vous ai mis la ligne de commande ici, c'est avec isolated. Donc ça marche en fait pour n'importe quel programme, hein, mais là vous pouvez de suite aller tester Python 3.14 ou toute autre version, hein, d'ailleurs. Généralement, quand il y a une nouvelle release, il y a aussi des mises à jour mineures de toutes les autres versions de Python. Donc je vous les laisse découvrir, hein. Ça va de la 3.13 jusqu'à la 3.9. Attention, la 3.9, je crois que dans 2 semaines, elle ne sera plus supportée. Sujet qu'on va aussi évoquer un petit peu plus tard dans les news. Autrement, toujours par rapport au langage Python, un article, si vous êtes intéressé et utilisez tout ce qui est async await, un article qui revient sur toutes les difficultés qu'il peut y avoir à intégrer ce type de procédé, notamment lorsqu'on est dans un cas mixte entre environnement synchrone et asynchrone. Article assez dense, mais plutôt intéressant. Et puis, sur les fonctions, parce que Python est quand même essentiellement orienté fonction, on croit toujours tout savoir, mais il y a toujours un petit truc qu'on va pouvoir découvrir. Et justement, cet article
Alors ne vous inquiétez pas, hein, pour les liens, le PDF va être partagé après, donc vous aurez les vrais liens par la suite. Donc cet article, hein, sur les fonctions nous fait découvrir tout ce qu'il y a à savoir quant aux fonctions, même jusqu'aux cas les plus bizarres et voilà, très intéressant aussi. Donc là on a parlé du présent, mais on va aussi parler de l'avenir, parce qu'après Python 3.14 vient Python 3.15 et aujourd'hui même la release Alpha 1 vient de sortir, donc à ne pas déployer en production, hein, c'est un peu tôt. Par contre, si vous avez envie de voir ce que va proposer cette future version, voilà, elle est disponible. Alors il y a plein de choses en cours de préparation et puis tout n'a pas encore été gravé dans le marbre. Il y a néanmoins 2 PEP qui ont déjà été acceptés, qui ont attiré notre attention. La première, c'est qu'il va y avoir un module qui va être dédié au profiling. Donc jusqu'à maintenant, pour faire du profiling, alors on avait le module cProfile, mais autrement il fallait utiliser pas mal d'outils de librairie supplémentaires. Elle reste toujours très valable, hein. Mais là il va y avoir vraiment un module dédié par rapport à ça, donc c'est assez intéressant. Et puis un autre, aujourd'hui, on utilisait aussi les packages particuliers, des librairies particulières pour faire ça. C'est le lazy import. Alors, le lazy import, en fait, c'est la capacité à n'importer le module que lors de la première invocation d'une classe ou d'une fonction de ce module. C'est très pratique lorsqu'on est dans des environnements de type serverless, par exemple, où on veut un cold start qui soit le plus léger possible. Avec des lazy import, on va pouvoir faire ça naturellement et n'invoquer et n'importer un module que vraiment quand une fonction particulière est invoquée. Je vous ai mis un petit exemple de code de comment ça va se présenter. Donc ça, c'est déjà acquis. Il n'y a plus que maintenant qu'à attendre. Voilà, on a parlé du langage, mais il y a aussi toujours des vidéos sympas à voir. Donc vous n'avez probablement pas loupé le blockbuster de l'été, qui est le documentaire hagiographique sur Python. Assez intéressant. D'ailleurs, il faudrait qu'on organise une soirée, on se déguise tous et, pour le regarder ensemble et on jette du riz, un peu comme dans le Rocky Horror Show, ça pourrait être sympa. En tout cas, très, très sympa à regarder, parce que ça revient en fait sur toute la genèse de Python. Et puis des petits dramas qu'il y a pu avoir sur la fin par rapport à la gouvernance. Donc voilà, je ne pense pas que vous apprendrez grand-chose par rapport au langage en lui-même, c'est plus pour savoir comment s'organise en fait un tel projet. Je vous ai parlé de Blockbuster, hein, il y en a d'autres parce que toutes les vidéos du Brestcamp sont maintenant disponibles, donc Brestcamp 2025, notamment filmées par Alex qui est avec nous ce soir, et merci à lui pour la captation. Donc elles sont aussi en ligne. Et puis alors, sommet de la gloire pour Luc, puisque il a donc effectué une présentation, enfin il a co-présenté une session autour justement de la performance et des investigations, et elle a été mentionnée par Programmer. Tu ne les as pas rémunérés, je pense, pour ça, donc c'est vraiment... ouais. C'est le seul article que vous faites sur le Brestcamp d'ailleurs. En plus, c'est le seul article, ouais, donc vraiment bravo. Et puis je vous invite d'ailleurs à aller visionner la vidéo, parce qu'en plus elle est super intéressante. Et puis une autre vidéo aussi qui fait lien avec les vidéos du Meetup, qui traite cette fois-ci du pattern matching. Alors, le pattern matching, vous savez, ce sont le match qui est arrivé avec Python 3.10. Et justement, il y avait une présentation il y a quelques temps donnée par David, très, très détaillée, très poussée aussi sur le pattern matching. Donc regardez la première vidéo qui doit durer 25 minutes, je pense. Et puis ensuite, aller sur la deuxième qui est un peu plus fouillée. Au niveau de tout ce qui est partie web, généralement, quand on veut tester en local ces développements web, on utilise UVcorn. Hein, c'est pas le seul projet, mais bon, c'est celui qui nous vient à l'esprit. Et sachez que maintenant, il y a Granion qui est en train d'arriver, qui est l'équivalent, mais fait complètement en Rust, hein, c'est à la mode. Donc dédié aussi aux applications Python, donc qui probablement va permettre d'offrir des performances un peu plus sympathiques. Là, le code, oui, il est bien visible à l'écran. Voilà, en fait, c'est complètement transparent au niveau de l'utilisation, hein, parce qu'on a juste installé le package et puis la ligne de commande pour l'exécuter. Mais si vous regardez sur la partie droite, c'est-à-dire le code Python, lui ne change pas. Donc un projet à suivre. Et puis là, vous voyez qu'on parle de FastAPI, qui est aussi généralement
la librairie qui est utilisée pour exposer des points d'entrée, il y a une alternative qui est aussi en train d'arriver, qui s'appelle Lightstar. Un des points marquants, c'est qu'au niveau des entrées-sorties, c'est-à-dire leur expression, et puis pour tout ce qui est validation, généralement on n'a pas identique qui est utilisé, mais Lightstar supporte aussi les data classes, MSGspec, ATTRS, et etc., etc. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on a à travailler dans un écosystème peut-être qui est un petit peu plus varié. On change complètement de sujet. Avec Python, on fait souvent de l'analyse de données ou de l'extraction de données. Là, on a pas mal de librairies. Une première, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on vous dit, j'aimerais bien automatiser l'extraction depuis des données, et puis on vous envoie un classeur Excel. Quand je dis un classeur Excel, ça peut aussi être un Google Sheet, mais en tout cas complètement déstructuré, en tout cas structuré pour un être humain, mais pas du tout pour du traitement automatique. Et donc là, ça commence à devenir assez compliqué. Et il y a TidyChef justement qui permet de gérer cette problématique en offrant une interface de programmation qui va permettre en fait, d'aller identifier les différents blocs, les différentes plages de cellules sur notre tableau pour en faire une donnée au final tabulaire et donc exploitable dans Panda, dans Polars, dans ce que vous voulez. Et puis, s'agissant de l'extraction de données, il n'y a pas nécessairement des classeurs, ça peut tout simplement être des pages web. Là, on a mis plusieurs librairies. Donc, il y a Trafilatura qu'on a déjà évoqué, qui est vraiment très sympa et très facile à utiliser pour extraire du contenu HTML, de pages HTML, mais aussi des métadonnées. Et là, il y a Stéphane Robert, qui est le célèbre Stéphane Robert, qui a écrit un article pour nous expliquer comment lui, il l'utilise pour justement aller extraire ces informations, pour les injecter dans un RAG ou LLM pour ensuite poser des questions en langage humain. Et puis, on a un peu l'équivalent avec des librairies comme Markdown, là, qui s'adressent en entrée à des documents Office pour générer du Markdown, très pratique aussi pour aller nourrir des LLM, ou Python Markdownify, pareil, qui convertit cette fois-ci du HTML en Markdown. Dans un autre domaine, OpenDAL, là, qui est une librairie assez pratique, parce que moi je sais que personnellement j'ai eu souvent à redévelopper des choses pour pouvoir adresser ce type de problématique. Si on a à adresser de façon complètement transparente aussi bien par exemple un file system, mais aussi un object storage comme S3 ou une base de données que les valeurs, c'est pas très simple parce qu'on se dit je vais devoir utiliser 3 méthodes différentes. OpenDAL, qui est un projet Apache, se propose justement d'offrir une couche d'abstraction qui va permettre via les mêmes commandes, toujours d'aller adresser ces différents stockages. Il y a bien évidemment un binding Python pour ce projet. Il en existe aussi dans d'autres langages. Et je vous invite à aller découvrir sur la page du projet tout ce que ça permet de faire, mais ça peut être assez intéressant. UV, je vous l'avais promis qu'on allait en reparler. On est peut-être encore beaucoup ici à utiliser PIP, parce que il y a un existant aussi à maintenir. Eh bien, il y a un article qui permet d'expliquer justement comment passer en douceur ou pas de Python vers UV. Alors quand il s'agit d'un nouveau projet, c'est assez simple. Par contre, quand c'est un existant, il y a quand même pas mal de choses à migrer. Donc voilà pour cet article. Et puis UV, c'est bien, mais c'est super dense. Il y a énormément de commandes et puis on les utilise pas toutes. Mais heureusement, il y a un pense-bête qui a été créé pour ça et qui est assez pratique. Moi, je sais que je l'ai maintenant dans mes onglets tout le temps ouverts sur le navigateur parce que comme ça permet d'avoir une référence assez rapidement. À propos de pense-bête, et ça d'ailleurs ce n'est pas dans ce pense-bête, parce que quand on est avec UV, qu'on veut exécuter un utilitaire, que ce soit un script Python ou autre, on passe par un process porteur et donc on perd les variables d'environnement. Ça peut être assez frustrant, surtout si on a l'habitude d'y stocker des secrets ou des données de configuration. Et avec le flag --env file plus le nom de votre fichier .env, qui peut aussi s'appeler default.env ou ce que vous voulez, ça va charger en fait dans votre contexte les variables d'environnement et donc vous pourrez en bénéficier au sein même de votre programme ou de votre script par un os.env par exemple, environnement. Donc super pratique à utiliser.
Et puis deux autres projets. Alors le premier lié à Astral, donc la société qui développe UV. Ils sont en train de travailler sur un package registry. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va être une alternative, un complément ou un concurrent à PyPI à suivre, parce que c'est encore en version bêta. En tout cas, toute la partie back-end va être optimisée grâce aussi à UV. Donc on est en train de voir qu'il y a tout un écosystème autour chez Astral qui est en train de se dessiner. Donc projet à suivre. Et puis Prec, autrement, là c'est pré-commit mais réécrit complètement en Rust. Alors là aussi c'est un work in progress, donc projet à suivre. Et UV sera là encore une fois utilisé pour tous les hooks, les hooks Python. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai même pas mentionné ici, mais si vous voulez en savoir plus sur Precommit, Luc avait effectué, c'était une des premières présentations, il me semble, du Meetup Python Rennes. Et c'est aussi disponible sur le canal du Brestcamp sur YouTube. La sécurité, oui, il y a toujours des sujets. Je pense qu'à chaque meet-up, de toute façon, on en parlera. Là, vous voyez, il y a même un lien référencé de problèmes par mois. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Donc, je ne vais pas vous les décrire. Je vous invite à aller les découvrir par vous-même. On en a aussi parlé sur le Slack. Mais bon, toujours bien surveiller ça. Alors, on n'a pas toujours le choix de monter de version d'interpréteur, par exemple, pour aller corriger ça. Mais au moins aussi de penser à aller vérifier les packages, s'ils sont crédibles ou pas, s'ils sont légitimes ou pas. Et il y a un petit site qui a été partagé, qui est fort pratique, qui s'appelle endoflife.dat. Et qui référence en fait toutes les durées de vie, alors soit des langages, des frameworks, aussi des services. Moi, je sais que pour Elasticsearch, par exemple, je l'utilise quand je me souviens plus quelle version quelle version est supportée jusqu'à quelle date. Et donc, il y a bien évidemment celle pour Python. Donc, c'est généralement c'est très, très à jour parce que là, on a déjà la version 3.14 et là, la 3.13.9 qui est sortie ce matin, qui est un petit patch. Je ne sais même pas de quoi d'ailleurs, faudra aller regarder. Donc en tout cas, à garder dans ses pointeurs aussi. Autre sujet, la documentation. Oui, parce que nos projets, il faut bien les documenter à un moment, que ce soit de la doc technique ou autre. Et c'est pas, s'agissant de la documentation technique, c'est pas toujours quelque chose qu'on a plaisir à faire, même si c'est utile. Et il y a un site qui s'appelle DeepWiki, alors qui s'interface en fait avec les repositories GitHub publics. Donc ça, c'est une des conditions. Et qui va aller analyser alors, tout ce qu'il y a dans votre repo, les readme, les docstrings, le code, et qui va vous générer une documentation technique. Donc c'est du LLM c'est du orienté LLM, c'est-à-dire que vous pouvez derrière poser des questions après en langage naturel. D'ailleurs, Windsurf, c'est un éditeur aussi un peu comme Cursor, propose aussi, intègre cette fonctionnalité-là. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que sur un projet perso, je l'ai utilisé et le résultat était assez sympa à voir. Donc à voir maintenant avec un projet où il n'y a pas de docstring et peu de readme et ce que ça donne. Mais voilà. En tout cas, vous avez la ref. Et puis documentation et puis faut quand même mentionner aussi cette présentation qu'avait effectuée Florian sur justement la documentation et comment trouver son style, très intéressante, et qui est aussi disponible sur la chaîne du Brestcamp, où là on revient à comment faire de la documentation par soi-même, pour de vrai. Et puis enfin, quelques en vrac, déjà, une interview qui a été donnée très récemment par Guido van Rossum sur différents sujets, mais notamment bien évidemment tout ce qui tourne autour du développement avec l'IA, mais aussi quelques petits retours sur la philosophie Python notamment. Et sur le langage Python en lui-même, assez sympa. Il y a quelques punchlines qui permettent de voir un peu comment pense le personnage. Moi, j'ai trouvé plutôt intéressante. Autrement, les f-strings pour l'interpolation des chaînes de caractères, si vous voulez un petit peu tester vos connaissances et puis apprendre en même temps, il y a un petit site qui s'appelle f-string sur WTF. Pourquoi WTF? Je ne sais pas. Voilà. Et puis il y a aussi un autre petit site, alors il est peut-être plus trop mis à jour maintenant, mais moi je sais qu'aussi il est dans mes pointeurs, qui s'appelle fstring.help,
qui est un notebook avec plein d'utilisations des f-strings. Et quand je me souviens plus comment faire pour avoir 2 chiffres après la virgule sur un numérique, je vais rapidement sur ce site et j'y trouve ma réponse. Et autrement, si vous êtes plus orienté par rapport aux bizarreries, alors il y en a une multitude de sites de ce type-là, mais là il y en a un nouveau qui s'appelle What the Fuck Python et qui s'amuse à tester un petit peu toutes les bizarreries qu'on peut trouver avec Python. Et puis enfin, si vous êtes utilisateur de Reddit, il y a un reboot de la communauté française Python. Mais bon, n'allez pas vous inscrire sur celle-là sans vous être inscrit avant au Slack du Meetup Python Rennes. Ça me ferait vraiment trop mal au cœur. Voilà. Et puis, c'était tout pour les news, parce que les vrais stars ce soir, ce sont Florian et Luc, les David Copperfield du langage Python, qui vont vous parler magie et autres tours de prestidigitation. Voilà. Merci. Je laisse la place à Florian. Si tu veux, il y a des verres d'eau là. Est-ce que t'en veux un? Non, c'est beau, ça va le faire. Hop. Alors comment... Ah, attends. Essaye de pas faire de bruit dans le micro. Alex, nickel. Ok. Bonsoir à nouveau, parce qu'on vous a déjà dit bonsoir tout à l'heure. Moi, je trouve que les tips, c'est un peu magique, et j'avais envie d'en parler. Je ne vais pas parler de tout, d'accord? C'est pas possible. J'ai essayé, je suis arrivé à 30 slides, et j'ai fait, je vais m'arrêter là. Déjà, il est 10h40, donc je vais m'arrêter là. Mais surtout, c'est hyper complexe, en fait, comme sujet. Il y a énormément de choses à dire, et je me suis rendu compte que, au-delà de lire la doc et de faire 2-3 trucs, j'avais vraiment besoin de comprendre dans quelle situation utiliser quel outil, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça représente et à quoi ça sert. Et après tout un tas de discussions avec tout un tas de gens, je me suis posé la question de c'est quoi 1 ? Normalement, là, vous savez, c'est un chiffre. C'est facile. C'est quoi ça ? Un nombre. Un nombre ? Non, c'est une suite de chiffres. C'est facile pourtant. C'est quoi ça ? Une suite de chiffres. Non, c'est un sirène. C'est facile pourtant, c'est la taille d'un sirène. Bon, je comprends que les nombres un peu longs, c'est compliqué. Oh là, vous avez regardé mes slides, vous êtes trop fort hein, quand même. Hein. Autre type. Un hashtag. Exactement, facile. Du coup, celui-là, c'est facile, c'est... Le hashtag. Non, c'est un canal IRC. Et ça, c'est... Est-ce qu'il y a des devs front ? Ouais, c'est des couleurs. En l'occurrence, donc c'est une couleur, c'est le gris de Python. Puisque le logo de Python, il y a 3 couleurs. Il y a un jaune, un bleu et un gris. Et effectivement, quand quelqu'un a dit RGB, en RGB, c'est ça. Voilà. J'avais envie un peu de dire aux gens, mais voilà, en fait, les types, c'est pas si évident que ça. Et c'est pas parce qu'on voit une chaîne de caractères ou autre que c'est le bon type. Et en Python, il y a tout un tas de façons de définir des types. Je vais encore une fois pas aller dans le détail de tous les éléments, mais on va voir quelques éléments. Les classes... Pourquoi c'est... Oh. C'est pas du tout le bon... Ok, il y a une slide qui s'est glissée qui sert à rien, c'est pas grave. Les classes. Bon, normalement ça vous connaissez, si vous avez fait un peu de Python en allant vers de l'objet, on utilise une classe, voilà, par exemple un film, il a un titre, et quand on essaye de comparer le objet F à la chaîne de caractères 300, il n'est pas d'accord. Et si vous mettez MyPy en strict, parce que MyPy par défaut il est en mode c'est différent, donc c'est bon, il n'y a pas de problème de type, il dira que c'est pas le même type et il n'y a pas de souci. Mais en mode strict, MyPy il va dire que ça c'est pas ok. Vous comparez une chaîne de caractères et un objet, il n'est pas d'accord. C'est quoi MyPy? Pardon? C'est quoi MyPy? MyPy. Ah oui, pardon, j'en ai pas parlé du tout. MyPy, alors vous savez peut-être, le typage en Python n'est pas interprété au runtime. C'est-à-dire quand vous lancez Python et votre programme, tout ce qui est annotation de type, il les ignore. Complètement.
Voilà. Ah, mais ça y est, je sais pourquoi elle sert ces slides. Je viens de la retrouver. C'est bien. Quand j'avais dit que j'avais fini à 18h40, c'était pas une blague. Je vous ai expliqué les notations de type, justement, à quoi ça représente. On a une variable, on indique son titre après le 2 points, on lui assigne une valeur. Quand on a une fonction, qu'on a un paramètre, pareil, paramètre 2 points, le type du paramètre. On peut avoir des paramètres optionnels. On peut indiquer de quel type il est ou le pipe, donc pour dire un type ou un autre. Et puis on peut les enchaîner, hein, bien sûr. Et ensuite le type de retour qui est après une petite flèche. Et voilà. Et donc MyPy va passer sur votre programme, va regarder vos annotations de type, va essayer d'interpréter le code et va dire sans exécuter ce code, je pense que c'est correct ou pas correct. Il a une liste d'options qui est longue comme le bras. On peut être plus ou moins strict, etc., etc. Tous les exemples que j'ai présentés sont en mode strict. Voilà. J'espère que ça répond un peu mieux à ta question. À peu près. Voilà. Voilà. Bref, donc, un film. Une fois qu'on a son film, on peut aussi faire ce qu'on appelle des new types. Tout à l'heure, je vous ai piégé sur le numéro de sirène, le siret, etc., etc., toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, on est habitué à les représenter comme des nombres, donc des int, voilà, ici présents, donc des entiers numériques, parfois des chaînes de caractères, ça marche aussi. Néanmoins, si on veut vraiment dire à son programme, attention, là je suis en train de traiter un type très particulier qui est juste des nombres, en fait, je peux l'indiquer avec un new type. Le new type, ça a été ajouté en 3.9, 3.10, je ne sais plus. Je sais plus à quel moment. En 3.10, il y a des problèmes de performance, ils ont réchangé en 3.11 ou en 3.12, enfin voilà. Le typage statique en Python, ça évolue constamment. Il y a encore des choses qui sont apparues en 3.13 et en 3.14. Voilà. Mais donc les new types, au runtime, ça n'existe pas. Donc, au runtime, en fait, lui, il voit juste un int et il ne se pose pas la question, il le traite comme un int, vous pouvez faire des additions avec, voilà. Mais MyPy, par contre, qui analyse votre code statiquement, il va dire, mais attends, tu m'as dit que ça, c'était un sirène. La fonction pour faire un siret, elle prend le sirène et le numéro d'établissement. Si tu me donnes le numéro d'établissement et le sirène, ça ne peut pas marcher. D'accord ? C'est-à-dire qu'au runtime, ça va s'exécuter. D'accord ? Mais MyPy va dire, mais non, ça, je ne suis pas d'accord, en fait. Un établissement, ce n'est pas un sirène, quoi. Je trouve que c'est très, très pratique dans plein de cas. Par exemple, représenter un ID de base de données. En fait, un ID de base de données, on n'a pas forcément envie que ça passe d'une table à une autre, un peu n'importe comment. Par exemple, dire je récupère une liste d'artistes et une liste d'œuvres. Si je commence à appeler l'API pour obtenir, ou la base de données pour obtenir des œuvres avec un ID d'artiste, le code va fonctionner, mais d'un point de vue du type, c'est pas correct. Voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça. On peut aller beaucoup plus loin sur la définition des types. Alors les classes et les new-types, c'est bien. Les classes, on connaît, c'est quand même très verbeux. Les new types, ça permet de faire une petite surcouche, c'est pratique. On peut aller beaucoup plus loin. Python aime beaucoup ce qu'on appelle le duck typing. Le duck typing, c'est que, grosso modo, si ça marche comme un canard, si ça vole comme un canard, si ça nage comme un canard, si ça sent le canard et que ça parle comme un canard, c'est probablement un canard. Et si c'est pas un canard, c'est pas grave, c'est tout comme. Eh bien, les protocoles, c'est un petit peu la réponse de Python. En tout cas, c'est l'une des premières réponses de Python. Ça doit dater de 3.8, Python 3.8 je crois, ou peut-être plus vieux, je ne sais plus très bien. C'est une très bonne idée que j'aime beaucoup, qui permet de dire, un protocole, finalement, je vais décrire à quoi doit ressembler un objet, enfin un type, quoi. Et après, si je dis, moi je veux forcément, par exemple, dans ma cookie box, je veux forcément une usine qui est une cookie factory, elle doit répondre à ce protocole-là. Et ça permet notamment de dire, de définir ce que doit être une fonction exactement. Ce qui peut être assez pratique. Ça fonctionne avec les attributs de classe, avec tout un tas de méthodes, enfin on peut faire plein de trucs avec les protocoles. Il faut vraiment imaginer ça comme le duck typing. Vous pouvez voir là que la fonction, c'est juste une fonction. Elle étend pas le protocole, ni quoi que ce soit, etc. etc. C'est juste, tu ressembles à une cookie factory, donc tu es une cookie factory. Voilà. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que si j'appelle la cookie box avec Willy Wonka, il peut me donner des cookies, c'est parfait, au chocolat de préférence. Alors que si j'appelle
Cliff Barker, lui, il fait des films, les films Candyman. C'est pas parce qu'il écrit Candy que c'est des cookies, hein, méfiez-vous. C'est plutôt des films d'horreur. Donc voilà, MIP, lui, il va râler parce que ça ne correspond pas au protocole. La différence, elle est juste ici. Hein. Lui, il retourne des listes de films et Willy Wonka des listes de cookies. Donc voilà, protocole que j'aime énormément. C'est vraiment un outil extrêmement puissant. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la doc de typing, donc dans la doc de Python, mais aussi sur la doc de MyPy, ils en parlent et ils vous disent typiquement les callables, les fonctions, on peut essayer de les typer au maximum, mais il y a certaines choses qui sont très compliquées à faire. Il vaut mieux passer par un protocole pour ce genre de choses. La version je fais tout moi-même et je réinvente les protocoles, c'est passé par ABC. Je vous le montre, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qu'on peut faire avec. L'idée générale est comment faire un protocole. En fait, c'est juste un ABC. C'est-à-dire que quand on va définir donc le duck test, le test de savoir si c'est un canard, et il y a une fonction, une méthode magique là, de classe méthode, qui va prendre un type en paramètre, et vous allez pouvoir coder ce que vous voulez pour dire est-ce que oui ou non, le type qui est passé en paramètre est bien du type duck test. Donc ça me permet d'utiliser derrière une fonction qui dit moi j'attends en paramètre un objet de type duck test parce que je vais pouvoir faire quack derrière, enfin voilà. Et quand je vais l'appeler, donc j'ai ma petite fonction là ici, là, j'ai un malard, donc c'est un callver en anglais. Tac, tac, tac. J'ai un malard ici. Si je l'appelle directement, au runtime, ça va fonctionner. Mais MyPy, lui, il sait pas que le duck test et malard, c'est lié. Il en sait rien. C'est parce que j'ai oublié un petit truc qui s'appelle le register. Par contre, si je vérifie avec le isInstance, est-ce que cette fonction maybeADuck, est-ce que c'est un duck test? Parce que j'ai le subclass hook ici, il va passer là-dedans, il va dire écoute, est-ce que tu as un attribut quack? Oui. Est-ce que c'est une fonction qu'on peut appeler? Oui. Donc tu es un duck, donc je peux t'appeler et MyPy ne va pas râler. Voilà, on peut faire énormément de choses avec ça. C'est un peu comme les métaclasses. D'ailleurs, fun fact, en réalité, ça ici, là, le ABC.abc, c'est un raccourci pour une métaclasse. Alors, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, comme disent les devs de Django, si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez probablement pas besoin de l'utiliser. Tout va bien. Pour vous dire, je l'ai utilisé peut-être 2 fois dans ma vie, les métaclasses, en 15 ans de Python, donc vraiment, tout va bien. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré des chiffres, c'était rigolo, des lettres, c'était rigolo. Maintenant, je vous montre un bol de soupe. Un bol de soupe, c'est un conteneur qui contient de la soupe. C'est une classe, voilà, qui dit que son contenu, ça peut être de la soupe ou bien rien du tout. Alors, la classe soupe, je ne l'ai pas définie, mais c'est pas important, hein, vraiment, elle fait rien. Je peux remplir de soupe, je peux regarder s'il y a de la soupe ou pas, et puis je peux consommer la soupe. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, l'attribut content, soit il y a de la soupe, pipe, none, donc soit il y a de la soupe, soit il n'y a rien. Et donc ça me permet de savoir. Quand je remplis, je dois forcément passer une soupe. Quand je regarde, j'ai le même résultat que le content. C'est-à-dire que quand je regarde, en fait, je ne sais pas exactement ce que j'ai. Ça me permet juste de l'avoir. Et quand je la consomme, ça la fait disparaître. Sauf que mon bol de soupe, il peut contenir des bonbons ou bien des chips. Parce qu'un bol, c'est juste un bol, en fait. On en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire personne vient chez vous dans votre cuisine pour dire ça, c'est un bol de soupe, et tu mets que de la soupe. Même si moi, perso, j'ai une tasse à iced tea où il n'y a que du iced tea dedans, mais c'est mon choix. Voilà. Comment définir un contenant? En Python, il y a déjà des contenants que vous utilisez déjà au quotidien, enfin, j'espère. Les listes, les tuples, les dictionnaires, etc., etc. Et même chose, on peut les typer en disant ça, c'est une liste qui contient que des nombres. Voilà. Donc si j'ajoute un élément et que c'est un nombre, tout va bien. Si j'ajoute une chaîne de caractères qui ressemble à un chiffre, hein, d'accord, MyPy ne va pas être d'accord. Il va dire non, ça c'est pas correct, c'est pas un int, voilà. Même chose avec les dictionnaires. On n'est pas limité à un seul élément dans un conteneur. On peut avoir clé et valeur. Et donc la même chose, si j'ajoute la note pour le film Seven que j'aime beaucoup, ça marche parce que c'est une chaîne de caractères, mais si je mets 300 en entier numérique comme tout à l'heure, il n'est pas d'accord.
On peut bien sûr utiliser les new types avec les conteneurs, hein, comme je l'ai fait là, histoire de rappeler. Voilà, rien de particulier. Une fois qu'on a appris la syntaxe par cœur et qu'on se rappelle de qu'est-ce qu'il y a dedans, on s'en sort bien. Ça, c'est la version simple. Quand on veut faire soi-même un conteneur, d'accord, là, je voulais faire un bol, et un bol de soupe, c'est trop restrictif. Je veux faire un bol qui peut contenir n'importe quoi. Ben, je vais lui dire, n'importe quoi, c'est une type var. D'accord. Pour information, je vous montre la syntaxe avant Python 3.12, qui est toujours compatible, et dans la doc Python, ils disent, cette syntaxe sera toujours compatible. D'accord. Donc, je permets de l'utiliser, comme ça c'est plus simple. Si vous êtes encore en 3.10 ou en 3.11, comme ça peut m'arriver, comme ça vous avez. La syntaxe 3.12 est moins verbeuse, mais je trouve celle d'avant plus pratique pour expliquer les concepts. Ça fait moins mystique, ça fait moins magique justement. Mais voilà. Donc bref, je dis j'ai été, t c'est n'importe quoi, c'est une variable. C'est vrai qu'on utilise beaucoup la lettre t pour ça. Vous savez, c'est comme quand on fait un itérateur, souvent c'est i. Voilà, i, y. Quand c'est que les valeurs, c'est k, v. Bon, bah, t, pareil, c'est une convention. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez mettre pâté en croûte, ça marche, il n'y a pas de problème. Tant que vous mettez pâté en croûte partout. Même chose, bah, j'ai remplacé partout où j'avais de la soupe, ici, là, par le t. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus de choses. Je dois étendre générique avec la variable t. Si j'avais plusieurs variables, je peux en mettre plus. Hein. Je peux mettre t, virgule, u, virgule, ce que j'ai envie, virgule, pâté en croûte, etc. etc., etc. quoi. Et du coup, j'ai un conteneur générique qui peut contenir n'importe quoi. Et ce qu'il y a de bien derrière, c'est que je peux dire, j'ai un bol, il doit contenir que de la soupe. Ça veut dire que quand je vais l'utiliser, que je vais vouloir le remplir de soupe ou de cookies, MyPy va me dire, la soupe c'est bon, ça passe, mais les cookies c'est pas autorisé. Voilà. Et du coup, si vous regardez bien dans mon code là, dans fil là, j'ai rien mis. J'ai pas mis un... Est-ce que le content c'est bien le bon type? Non, j'ai pas besoin en fait. Le typage statique le fait pour moi. Et c'est quand même vachement pratique de se dire que finalement la syntaxe qu'on voit pour les listes, les tuples, les dicts, etc., on peut l'utiliser nous-mêmes en fait. C'est pas une construction chelou du langage cachée dans un coin. Non, on peut vraiment l'exploiter et en faire ce qu'on veut. C'est une notion qui est un peu avancée, qui demande souvent de se casser les dents sur des erreurs MyPy qui sont parfois un peu compliquées. Mais quand c'est bien utilisé, c'est tellement pratique de pouvoir dire « Non, mais ce bol, c'est un bol de soupe. » Non, pas celui-là. Ok, d'accord. Ceci n'est pas un bol de soupe pour plein de raisons. Je ne sais pas si vous connaissez les alignment charts. Il y a des débats ontologiques. Donc l'ontologie, c'est une branche de la philosophie pour dire comment est-ce qu'on classe les choses, pour savoir est-ce qu'une soupe, c'est une soupe. Donc ça va de la soupe à la tomate, qui est une soupe, et ça va jusqu'à l'île flottante, en bas à droite, là, voilà. C'est-à-dire que c'est un truc qui flotte dans un liquide. Voilà. Souvent, on trouve les céréales aussi. Voilà, plein de trucs. En fait, c'est une question qui est assez intéressante à se poser si on se place du point de vue du type checker, c'est-à-dire de MyPy qui va vérifier votre code sans l'exécuter. D'accord ? C'est un petit peu comme si vous remplissiez un bol avec un donut, un muffin et un croissant, et que quand vous mettez la main dedans et que vous sortez un truc, qu'est-ce qu'il y a ? Mais en fait, si vous ne vérifiez pas, si vous ne regardez pas dans votre main pour dire « Ah mais ça je sais, c'est une télécommande », vous ne savez pas ce que vous avez dans la main. Donc, on va s'utiliser... alors, il y a plus que le type narrowing dans tout ça, mais le type narrowing, c'est réduire les types jusqu'à arriver à savoir que notre programme, il utilise bien tel ou tel type, etc., etc. Il y a des choses que vous connaissez déjà, que vous avez probablement déjà utilisées, sans forcément savoir que ça faisait partie du type narrowing. C'est le isInstance ou isSubclass. Par exemple, j'ai défini la classe le t. Je ne veux pas rentrer dans un débat ontologique sur est-ce que le t c'est de la soupe ou pas, d'accord, faites-moi confiance. Hein. Ce code a le droit d'être incorrect, c'est pas grave. Je dis que mon t c'est un objet. Voilà. Pourquoi je ferais ça j'en sais rien, mais pourquoi pas à la rigueur. En fait, vous partez du JSON, vous savez pas ce que vous avez dans ce JSON, hein. Donc c'est un any ou un object. Eh bien, je peux vérifier isInstance si mon t c'est bien de la soupe. Voilà. Et donc là, si je exécute ce programme, il va me dire bah oui, cet objet c'est de la soupe. Et après, je peux demander à la classe
pas l'instance, la classe de thé, est-ce que thé est de la soupe? Et la réponse, c'est bah oui, le thé c'est de la soupe. Voilà. Bien sûr, si je n'avais pas mis soupe ici, que j'avais mis autre chose qui ne dérive pas de soupe, etc., que c'est pas un protocole et que machin, etc., enfin, voilà, le thé ne serait pas de la soupe. Et ça va permettre de dire à MIP, bah oui, t'inquiète pas, j'ai bien vérifié que mon instance est bien de la soupe, je peux bien l'utiliser comme de la soupe, je peux bien la boire, la réchauffer, que sais-je, enfin je sais pas ce que les gens font avec leur soupe, j'aime pas ça. Ensuite, il y a un autre truc, un tout petit peu différent, vous avez peut-être déjà vu Type. J'utilise très souvent Type quand je fais du debug, pour savoir qu'est-ce que j'ai dans les mains. Bah, ça fait aussi partie des outils qui vont aider le type checker à vérifier que quelque chose est bien du bon type. Donc on peut utiliser type de T, ça va retourner le type du T, en l'occurrence ce sera T. Et is soup, elle va dire bah non, le T c'est pas de la soupe. Et c'est la grande différence qu'il y a entre le is instance que j'utilise juste derrière et le type is. Voilà. Donc voilà, c'est des petits outils un peu différents. Même chose, je ne vais pas vous dire dans quel cas exactement l'utiliser, ça va dépendre de votre programme, de votre situation, mais dites-vous que vous avez des outils à votre disposition pour vous en sortir. Les callables. Les callables, c'est une fonction un peu particulière, c'est un peu un raccourci, grosso modo, qui vient vérifier si ce que vous lui passez en paramètre peut être appelé comme une fonction. Ça ne vérifie pas le format de la fonction, ça vérifie pas ses paramètres et ses retours, ça juste dit est-ce qu'on peut l'appeler. Voilà. Donc si on veut appeler les Ghostbusters, tout va bien, c'est bien un callable. Is not none, ça fait aussi partie des outils de type narrowing. Par exemple, quand vous avez un D qui peut être un entier ou none, bah, en fait, là, si j'utilise cette ligne-là, il ne sera pas d'accord MyPy. Je l'ai commenté par erreur, je pense. Faites pas vos slides à 18h40 quand on commence à 18h45, c'est vraiment une très mauvaise idée. MyPy sera pas d'accord parce qu'il vous dit bah non, en fait, t'as pas le droit de faire une addition entre int et quelque chose qui peut être un int ou pas. Prouve-moi que c'est un int et après on pourra parler. Et donc quand je vérifie que c'est pas none, il retire des types possibles de D, none, et il dit bah c'est bon, tout va bien, il reste plus que int, donc on peut faire une addition. Et à la fin, du coup, vous pouvez voir que là, il râle pas, tout va bien. On peut faire des else, etc. Enfin voilà, il est capable de comprendre un petit peu l'arbre d'enchaînement des choses. Cast, j'ai pas envie de parler de cast, parce que cast, je trouve que c'est l'outil le plus dangereux à utiliser. Ne l'utilisez que quand c'est la dernière possibilité, la dernière solution. Parce qu'en gros, vous allez dire à MyPy, non mais en fait, tais-toi, j'ai raison. Et alors, je sais pas, mais dire à la personne qui vérifie votre travail correctement, qui vous prouve par A plus B que vous avez tort et que c'est pas bien fait, non mais t'inquiète, tout va bien, c'est pas une bombe, je te rassure, c'est pas une très bonne idée. Parfois, dans des cas extrêmement complexes, notamment d'optimisation, ça peut arriver que nous on sache, on est sûr et certain, non mais ça c'est sûr, c'est bien ce qu'on te dit ce que c'est pas none, ça vaut une valeur, tout va bien, voilà. Mais ça, pareil, c'est comme les métaclasses. Si vous en avez besoin, si vous savez ce que c'est, vous saurez si vous en avez besoin ou pas. Le dernier élément, c'est comment est-ce qu'on fait pour réimplémenter la petite fonction callable de tout à l'heure, ou le isInstance ou le isSubclass. On peut utiliser ce qu'on appelle le typeguard. Le typeguard, c'est un type de retour. D'accord ? Là, j'ai une fonction qui a le type de retour typeguard. Et qui va dire je te garantis que si je retourne vrai, alors ce que tu m'as passé en paramètre, d'accord, c'est bien de type un bol de type T. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que je peux réutiliser des typevars, donc je peux mélanger toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant j'ai déclaré un typevar, donc n'importe quoi. Si tu me donnes un bol et un type T, d'accord, je peux te garantir que mon bol, il contient bien que ce type-là. Voilà. Par exemple, j'ai un bol suspicieux qui peut contenir n'importe quoi. D'accord ? Je le remplis avec quelque chose. Si je demande à MyPy, là comme ça, qu'est-ce que contient le bol suspicieux, il va me dire n'importe quoi. Il ne sait pas qu'il y a de la soupe, parce qu'il n'exécute pas mon code. D'accord ? Donc pour lui, le type de content, c'est any, c'est n'importe quoi. Par contre, si j'appelle
ball of what? Donc c'est un bol de quoi en gros? Et que ce truc-là, il me dit bah oui, c'est bon, ça retourne bien, ça contient bien de la soupe. Eh bien, je vais dire bah oui, c'est bien un bol de soupe quoi. Et sinon, bah, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est la grande différence entre retourner type guard et le type is. Type is, c'est extrêmement récent, ça a été rajouté en 3.13, je crois, je sais plus. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire. C'est extrêmement récent parce que le problème de type guard, c'est que j'ai dit, là on sait que c'est bien un bol de soupe, là on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Type is, ça va vous permettre de dire, si je sais que c'est pas un bol de soupe, alors c'est forcément un bol d'autre chose. Et donc si vous dites, ben, à la place de any, là, ça peut être de la soupe, du thé ou des bonbons. TypeGuard, il dit c'est de la soupe, je sais pas ce que c'est. Alors que TypeIs lui dira c'est de la soupe ou bien c'est soit un bonbon, soit, j'ai dit quoi, du thé, mais c'est certainement pas de la soupe. Donc c'est pas les mêmes niveaux de garantie, c'est pas les mêmes niveaux d'usage, c'est des petites subtilités comme ça où on arrive un peu dans le langage. Mais en même temps c'est normal, les types, c'est vraiment un système où notre but c'est de représenter un monde uniquement les états corrects. Et en fait, représenter un monde avec que des états corrects, c'est extrêmement compliqué. Et donc vous allez forcément arriver à un moment à avoir besoin de ce genre de choses. Bon, je vous le souhaite pas parce que c'est quand même un peu ardu. Malheureusement, moi j'ai eu besoin de faire des décorateurs à un moment pour un projet Sopel dont j'en parle fréquemment en conférence. Il faudrait qu'un jour je le présente sur le projet, mais il y a plein de décorateurs dans ce projet-là et les décorateurs, ben, il faut les typer aussi. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Je voulais pour la fin vous montrer qu'on peut aller extrêmement loin, on peut mélanger énormément de techniques et vous rajouter plein de choses pour vous dire il y a plein de choses à regarder dans la doc. D'accord ? Là, j'ai parlé très vite fait de overload. Un décorateur, on peut l'appeler de deux façons. Soit sans les parenthèses, soit avec des parenthèses. D'accord ? Au niveau de la syntaxe, Python permet de le faire. Donc il faut l'implémenter. Et en fait, on peut dire, bah, si je t'appelle sans parenthèse, en fait, Python va appeler cette fonction-là, cette version-là. Je te mets une fonction et tu dois m'en tourner quelque chose. Si on l'appelle avec les parenthèses, ici, la fonction, là, on l'appelle avec rien. Hein. Si vous regardez ici, là, décorateur dans les parenthèses, il n'y a rien. D'accord ? Donc c'est un autre cas. Eh bien, moi, je sais que si je reçois une fonction, je vais la retourner. Et je sais que si je ne reçois rien, je vais retourner un décorateur qui gère ce qu'il peut décorer. Et je peux dire qu'un décorateur, ben, c'est un callable qui reçoit n'importe quoi et qui va le retourner. D'accord ? Que ce n'importe quoi, c'est un D, parce que je l'ai appelé comme ça, et que c'est bound to decorated. Ça veut dire que D ne peut représenter que quelque chose qui s'appelle decorated ou une sous-classe de decorated. D'accord ? Donc tout ce qui va être compatible avec ce type-là va passer. Donc j'ai dit, il y a plein de choses à découvrir. Hein. Le boom, j'en ai pas parlé, mais c'est pas des choses. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Il y a des gens qui savent. C'est un alias de type. En fait, vous n'êtes pas obligé de définir tous vos types de façon unique, une seule fois, etc. etc. Parfois, les types, si vous prenez tout ça, là, et que vous essayez de le mettre genre pour décorer tout ça, et voilà, ça fait des chaînes qui font 200 caractères. Déjà, c'est pas très lisible, c'est un peu compliqué. Là, ça me permet de dire, bah non, decorated, en fait, c'est tout ça. Donc, j'ai pas besoin de rappeler ça partout. Je fais juste un alias de type, quoi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et donc, overload permet de dire à MyPy, t'inquiète pas, je le définis 3 fois, c'est OK. Je sais ce que je fais. Il y a une fois, si je reçois ça, ce sera ça le retour. Une fois, je reçois rien, ce sera ça. Et l'implémentation, c'est ça. Voilà. Et après, je l'appelle comme ça et tout va bien. Voilà. Donc les types, c'est pas très magique, c'est juste extrêmement très compliqué. Voilà. Moi, j'en ai fini là parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Comme je vous disais, là, on est déjà à plus de 30 slides. Ça fait 20 minutes que je parle au moins. Non. Combien de temps ? Ouais, si, c'est ça, ça fait 20 minutes. On peut en dire plein d'autres choses. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux répéter la question s'il y a des gens qui posent.
confus. J'ai dormi 5 heures cette nuit, tout va bien. Des questions? Non, tout va bien. Je vous ai tous endormis parce que c'est trop compliqué. Je vous rassure, la première fois, j'ai rien compris. Hein. J'ai perdu des heures et des heures là-dessus. J'ai quand même quelques petites slides bonus parce que c'est rigolo. Vous savez, c'est quoi le type d'un objet? Non, c'est un type. Vous savez ce que c'est que le type d'un type? Ouais, c'est type. J'ai jamais compris. C'est un truc de développeur de C Python. Je leur fais confiance, d'accord. Si vous voulez une preuve, vous faites ça dans votre interpréteur, ça marche. Voilà, c'était rigolo. Merci, c'est tout. Ok, bonsoir à toutes et à tous. On va continuer dans l'univers de la magie avec des sujets. On ne s'est pas concerté avec Florian, mais vous allez avoir certains échos de ce qui a été dit. Donc merci une nouvelle fois à Hello Work de nous accueillir. Merci à Alex pour la captation vidéo. Et donc moi je m'appelle Lux Aurel-Gifo, je suis tech lead de full stack chez Siouson, une entreprise du photovoltaïque. Mon filtre bleu. Alors. Ok, très bien. Alors. On va se mettre comme ça. Toc. Alors, je voulais vous parler de faire un petit retour d'expérience sur les méthodes magiques qui, entre-temps, en fait, j'ai vérifié, s'appellent plutôt les méthodes spéciales, les métaclasses et un peu de pattern matching. J'ai pas voulu, mais à un moment donné, j'ai mis les mains un peu dedans pour développer un petit utilitaire avec Alexandre qui est là-bas dans la salle. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un petit retour d'expérience, pas forcément parce que cette bibliothèque vous sera utile, mais parce qu'en fait ça permet de mettre un peu le nez sous le capot de pas mal de choses. Et pour vous présenter ça,
J'étais un peu inspiré par Michel qui avait fait une présentation avec un notebook. Et je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion de tester Marimo, un autre moteur de notebook. Donc voilà, tout ça, ce sera accessible après la conférence. Donc, on va parler de sujets plutôt bas niveau. Donc, c'est un peu une soirée, un fracassage de tête. Mais je vais essayer de rendre ça accessible. Donc, on va parler de méthodes spéciales, de métaclasses, de pattern matching structurel. L'idée, c'est de détourer un petit peu ces notions et pourquoi pas de vous donner des idées un peu comme moi, j'ai eu l'idée de faire ce petit outil. Alors, en fait, j'ai eu besoin de faire une mini syntaxe de récupération de données parce qu'on avait, dans l'entreprise où je travaille, besoin de construire un rapport sous la forme d'une page web qui allait piocher des valeurs dans un document très arborescent, donc une espèce de gros dictionnaire qui fait à peu près 100 mégaoctets, donc avec des grands niveaux d'arborescence, pas mal de répétitions et tout ça. Et que voilà, au bout d'un moment, on a eu plusieurs besoins, c'est d'avoir une syntaxe relativement, de simplifier la récupération des valeurs, sachant que voilà, il y avait un mélange de dictionnaires, de listes, de classes, de data classes, de temps en temps il faut des crochets, de temps en temps il faut des points. Et qu'on savait que ce document, sa structure, allait évoluer pour justement réduire un peu son poids. Il y avait de la répétition dedans, donc on s'est dit que voilà, on allait avoir besoin de remanier l'organisation des données. Et ça amène au point 2, c'est que du coup, dans notre algorithme qui sert à faire le rapport, on voulait décorréler la génération du rapport de la récupération des données. Et donc c'est un peu ce qu'on appelle une indirection. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une variable qui va stocker le chemin d'accès à la valeur, et par contre, dans notre algorithme, on va dire, voilà, place-moi ce bloc de contenu là, place-moi ce bloc de contenu là. Et par ailleurs, comme ce dictionnaire, il avait une structure mouvante, on allait avoir des messages d'erreur, et on voulait que le message d'erreur soit un peu plus informatif que ce qu'on peut avoir par défaut. Donc je ne vais pas vous montrer le dictionnaire de 200 mégaoctets de valeurs, mais un cas un peu plus simple. Donc là, j'ai un peu plusieurs façons de représenter un animal de compagnie. Soit sous la forme d'une classe classique, d'une data class, d'un tuple nommé, et on verra qu'il y en a aussi un là, sous la forme d'un dictionnaire classique, clé-valeur. Et donc mon petit dictionnaire de données arborescent, je vais l'appeler data, on va le retrouver un peu partout. Il représente une personne qui s'appelle Lucination, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle DataWalk. Cette entreprise, elle a une adresse, j'ai fait simple, c'est en France, et il y a 2 numéros de téléphone pour l'accueil, et cette personne, elle a aussi des amis. Certains ont une liste de téléphones, d'autres ont juste un téléphone, et puis il y en a qui n'ont pas de téléphone du tout. Cette personne, elle a beaucoup d'animaux de compagnie pour le bien de la conférence. Et donc, elle a 2 chats, Cinnamon et Sox. Elle a un chien qui s'appelle Caramel et un oiseau qui s'appelle Mélodie. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait des petits tests pour vérifier on accède bien aux données. Donc, si je prends data.org address country, j'ai France. Je vois que mon test, il passe bien. Pour récupérer le nom du 3e animal de compagnie, de mon data, je fais un get de pets, parce qu'on peut aussi faire .get sur les dictionnaires. Je fais un crochet 2 pour avoir celui qui est au rang 2, 0, 1, 2. Et ensuite, comme là, c'est une classe, il faut que je fasse un .name pour récupérer son nom. Donc là, on commence à avoir J'essaie juste un peu de vous faire transparaître un peu la complexité, la douleur un peu qu'on a eue quand on avait un dictionnaire de 100 mégaoctets. Si on veut faire un peu de la recherche qui filtre, si j'ai envie d'avoir le 2e numéro de téléphone de l'ami qui s'appelle Harry, qui nous veut du bien, je vais récupérer data friends. Donc c'est une liste de friends, je vais itérer dessus, et si friend crochet name égale haricot vert, alors
on a bien notre Harry qui est renvoyé, et ensuite je peux faire Harry crochet phones crochet 1 pour avoir son deuxième numéro de téléphone. Et puis ça peut se compliquer quand dans les animaux de compagnie, je veux récupérer les animaux qui sont de type chat et qui a à la fois des classes, enfin des instances qui ont un attribut type qui vaudra 4, comme ça là, ou si c'est un dictionnaire, et du coup je fais un point get sur la clé avec le dictionnaire, enfin voilà, ça commence à devenir un peu le bazar. Donc là, c'est des cas qui marchent, mais souvent, quand on se trompe ou quand la structure de données change, on a des choses qui ne sont pas forcément très informatives en Python. Par exemple, là, j'ai une list index out of range. Alors, est-ce que c'est le crochet 0? Est-ce que c'est le crochet 1? Bon, là, il se trouve que c'est le crochet 1, si j'ai bien tout la stack trace qui s'affiche. Si je me suis trompé un moment dans le nom de la clé d'un dictionnaire, j'ai un point get qui renvoie un none. Est-ce que c'est le get phones qui me renvoie un none? Est-ce que c'est le get friends? Voilà. Je ne sais pas. À moins, pareil, d'aller voir la stack trace plus en détail. Et puis, si à un moment donné, je me trompe dans l'objet que je fais un underscore name au lieu de name, là, j'ai quelque chose comme d'un peu plus explicite, parce que là, Python peut me dire que, en fait, là, tu as récupéré une instance de classe pet, que la classe pet, elle n'a pas d'attribut d'undername. Alors, je me suis dit, bon, ce genre de douleur sur l'expression d'un chemin de valeur, ça m'a rappelé autre chose. Est-ce que quand vous avez à charger des fichiers, vous utilisez pour concaténer des noms de sous-dossiers le nom du fichier, est-ce que vous utilisez plutôt os.pass ou passlib? Bon, qui utilise os.pass? Il y en a un là-bas. Qui utilise passlib? Ok. Voilà, moi c'est ça qui m'a inspiré. Parce que par exemple, avec os.pass, là j'ai tout un truc qui n'est pas facile à lire. Si je regarde avec passlib, donc là je vois que je pars d'underfile, c'est le module Python dans lequel on écrit le code. On prend 2 parents, donc là c'est le dossier où se trouve le fichier, et là c'est le dossier où se trouve le dossier où se trouve le fichier. Et ensuite je peux mettre diviser schéma, diviser user.json. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus lisible. Et je me dis, tiens, ça m'intéresse. Parce que plutôt que d'écrire, par exemple, que ma variable mélodie, ça va être data.get de pets de crochet 2 de .name, et ben, je me dis, tiens, ce serait peut-être sympa d'écrire le chemin d'accès aux données. On dit, bon, je veux aller voir ce qu'il y a dans pets. Ensuite, je vais prendre le deuxième. Et ensuite, je vais prendre la valeur de name. Donc là, j'ai une variable qui stocke le chemin, et quand j'ai vraiment besoin d'accéder à la valeur, ce chemin, je lui dis, écoute, prends ce dictionnaire de données, et puis trouve-moi la valeur qui va dedans. Après, c'est un peu bizarre quand même d'avoir une classe qui est divisée par une chaîne de caractères. Comment est-ce qu'on en arrive là? Donc là, j'ai fait CTRL-clic sur le pass de passlib, et on voit que, en fait, quand on fait un CTRL-clic dans le code, on arrive sur quelque chose qui est une instance de la classe purePass qui implémente une méthode d'underTrueDiv, qui veut dire vraie division. Et il se trouve que cette méthode-là, TrueDiv, ça prend l'instance en cours et ça lui passe ce par quoi on divise notre instance. Et en fait, ce que ça fait dans Pass, là, c'est que ça rajoute le tuple du diviseur à un tuple qui existe déjà. Ça renvoie une nouvelle instance en fait, de notre chemin avec une valeur en plus. Du coup, en fait, c'est ça, les méthodes spéciales. Une méthode spéciale, ça a souvent un nom en Dunder. Donc Dunder, c'est l'acronyme de la communauté Python pour dire double underscore quelque chose, double underscore. En général, on ne l'appelle pas directement. Ça arrive qu'une seule fois, c'est quand on fait de l'héritage et qu'on va appeler le super.dunderInit.
C'est à peu près le seul cas où moi je me suis déjà vu coder quelque chose où j'appelle directement un point d'under, mais en général on ne l'appelle pas. Une méthode spéciale, hein, elle est appelée par d'autres mécanismes Python. Par exemple, quand on fait un len de objet, en fait, Python va regarder si objet a une méthode d'underlen qui est définie, et si oui, il l'appelle, et sinon ça casse. Quand on fait print d'objet, est-ce que vous savez ce que ça a fait? Ce que ça appelle? Ouais, alors il y a deux possibilités, il y a d'under_str ou d'under_repr. Et il y en a une qui utilise l'autre, je ne sais plus. Mais ouais. Si l'une n'est pas définie, c'est l'autre qui est utilisée dans un cas. Je crois que c'est str qui appelle repr, si str n'est pas implémenté, un truc comme ça. C'est str qui est implémenté sur object. Ouais. Et son implémentation de base appelle repr. Ok. Donc si tu ne l'implémentes pas dans une classe, Et ouais. pas str, je crois que ça remonte jusqu'à object. Oui, c'est ça. Et si on n'implémente pas repr, du coup, ça met l'adresse mémoire de l'objet. C'est qu'on fait un print d'une classe, on a un truc un peu imbitable là. Effectivement, c'est ça. Ensuite, il y a des méthodes spéciales qui sont appelées par des opérateurs. Par exemple, l'addition, ça va appeler d'under_add. Quand on fait du slicing sur une séquence, ça appelle d'under_getItem. Et c'est aussi cette méthode d'under_getItem qui est appelée quand, dans un dictionnaire, on veut une clé. Enfin, la valeur associée à une clé. Les opérateurs, ils peuvent être aussi appelés par des mécanismes plus internes, comme l'itération dans une boucle for, qui va appeler un d'under_iter, etc. Ou des entrées de sortie de context manager. Pour ceux qui en ont développé, il y a un d'under_enter et un d'under_exit qu'on peut implémenter sur une instance, et du coup, cette instance, on peut s'en servir du coup comme context manager. Alors là, du coup, bon, ok, j'ai vu un peu la direction vers laquelle aller, sachant que dans les besoins qu'on avait, on avait besoin du coup de pouvoir, dans nos chemins de données, de pouvoir accéder à une clé de dictionnaire, à un indice de liste, un attribut d'instance, mais on voulait aussi pouvoir filtrer un peu des listes en disant dans cette liste-là, je voudrais que tu me donnes la première entrée dont telle clé a telle valeur. Ou alors, donne-moi les entrées dont la clé est dans cette liste de valeurs. Ça, c'est les besoins que j'avais. Du coup, je me suis dit, là, il va falloir que j'implémente différents opérateurs pour me faire une petite syntaxe. Alors, pour faire cette syntaxe, je suis allé voir 2 pages de documentation qu'on va ouvrir. On ne va pas regarder trop en détail, mais hop, je zoome un peu. Donc ça, c'est la doc officielle de Python qui nous dit, voilà, si vous voulez émuler un type numérique, ce qui est mon cas, puisque je voulais utiliser du divisé, ça me paraît assez bien comme chemin de données, d'avoir aussi cette même logique que passlib qui fait aussi des chemins avec des slash. Je retrouve mon true div ici, et je vois qu'il y a d'under_add, d'under_sub, etc. Je ne vais pas tous les dire. Et ça me dit, donc cette liste-là, ça correspond aux opérateurs plus, moins, multiplier, produit matriciel, true division, division en entier, c'est le floor division, etc. Donc là, je vois, c'est cool, j'ai plein d'opérateurs disponibles, il ne me reste plus qu'à choisir un peu là-dedans. Sauf que, qui dit opérateur, dit priorité des opérateurs. Je l'ai vu sur tes lèvres. Et ça, c'est la deuxième page de doc qui m'a été utile, qui me dit, en fait, là, en haut du tableau, c'est les choses qui sont évaluées en premier. Et ensuite, plus on descend dans la liste des opérateurs, moins c'est prioritaire. Donc effectivement, quand on écrit 2 fois 3 plus 2, Python va d'abord faire, je ne sais plus ce que j'ai dit, 2 fois 3, 6, et ensuite, une fois que la multiplication est faite, là, il fait l'addition. Donc c'est ce qu'on retrouve là, on retrouve la multiplication ici et l'addition ici. Donc, si j'ai pas envie de m'embêter dans ma syntaxe à avoir des parenthèses partout
pour forcer, moi, l'ordre que je veux, l'ordre qui me paraît logique des opérations qui vont être faites. Grosso modo, je veux que ça aille de gauche à droite, hein, tout simplement. Et bien, il faut que je prenne des opérateurs qui se retrouvent sur la même ligne. Et là, du coup, ça limite pas mal le choix. Parce que, grosso modo, c'est cette ligne-là qui est la plus intéressante. Parce qu'effectivement, multiplier, produit matriciel, division, division entière et modulo, et ben tout ça, ça s'évalue de gauche à droite. Donc, si je ne veux pas avoir à m'embêter à utiliser des parenthèses, et ben je suis limité à ces 5 opérateurs-là, ce qui fournit déjà pas mal de possibilités. Et après, si jamais je veux pouvoir concaténer 2 chemins, eh ben, le plus c'est après, et ça peut être pratique, ça. C'est-à-dire que j'ai un premier chemin qui me prend mes premiers rangs, mes premiers niveaux d'arborescence du dictionnaire. Ensuite, j'ai une autre expression qui va me dire, bah tiens, dans les numéros de téléphone, prends le deuxième. Et ben, je peux faire une concaténation de ces 2 chemins et ça va marcher. Et puis je me dis, bah, ce qui serait bien aussi, c'est que j'ai un opérateur à la fin qui me permette de dire, bon bah maintenant, évalue-moi ce chemin avec un dictionnaire. Et là aussi, ben, j'ai envie que ça, ce soit tout à la fin des priorités. Je veux d'abord que mon interpréteur Python, il me crée mon chemin d'accès aux données, et seulement à la fin, une fois qu'il est créé, et ben là, il va faire la récupération de données. Donc plutôt récupérer quelque chose vers la fin, et le pipe, je me dis, bah, le pipe c'est pas mal. Dans un terminal Unix, c'est souvent des choses pour passer des données à la suite, même si ça se fait un peu dans l'autre sens, mais en tout cas, la logique du pipe, elle est intéressante. Voilà, enfin, en tout cas, sémantiquement, elle a un rôle. Donc là, j'ai fait un peu un tableau de synthèse avec les opérateurs, les méthodes spéciales et les niveaux de priorité. Et donc, grosso modo, je vais utiliser les niveaux 2 pour... Enfin, j'ai à disposition, en tout cas, les opérateurs de niveau 2 pour faire ma syntaxe des chemins de données. Et j'ai pris celui qui était tout en bas pour lancer la récupération des données. Alors là, du coup, je propose de passer en mode un petit peu live coding, où on va implémenter, enfin je vais vous montrer un peu comment implémenter ce genre de logique. Donc j'avais besoin déjà que si j'avais une erreur, elle soit expressive. Donc je me suis créé une classe walkError qui prend un message et qui aussi me dit bah, quand ça a planté, quand tu n'as pas réussi à trouver la valeur que tu recherchais, quel était l'état des données que tu avais sous la main voilà, dans quoi est-ce que tu n'as pas trouvé ce qu'il fallait que tu cherches, ce qui fait que tu ne trouves pas. Et donc ça, j'ai mis dans un attribut à part, comme ça je peux le printer ou pas, parce que le printer systématiquement, le mettre systématiquement dans le message, et ben en fait quand on a un dictionnaire de 100 mégaoctets et que c'est dans les premiers niveaux d'arborescence que ça plante, on perd un peu son terminal. J'ai utilisé un protocole pour représenter ce que c'était un sélecteur, c'est-à-dire que quand je fais mon chemin de données, bah, je vais de sélecteur en sélecteur. Donc un sélecteur, eh ben, je veux pouvoir l'appeler pour me raccourcir la syntaxe. Je veux dire, mon sélecteur, je peux l'appeler sur la donnée, ça sera un peu plus clair après. Et je veux aussi qu'on puisse l'afficher de façon intelligible si on le print dans le terminal pour qu'il me décrive ce qu'il est censé faire. J'ai ma classe walk qui est une suite de sélecteurs. Et j'ai une méthode walk à qui on passe un jeu de données. Et ensuite, j'itère sur les sélecteurs et j'appelle mon sélecteur sur le jeu de données courant. Ça me renvoie le prochain état de données. Je fais ça jusqu'à épuisement des sélecteurs. Et ensuite, eh ben, je renvoie l'état du current state. Si à un moment donné, il y a eu une erreur, eh ben, je lève une walkError qui me dit eh ben, j'ai réussi à passer tous les sélecteurs là, j'ai réussi à faire tout ce chemin-là, mais par contre, voilà, donc j'ai pu faire tout ce chemin-là, du chemin total que tu me demandais de faire, mais j'ai pas réussi à trouver ce sélecteur dans le current state. Et puis là, on voit que dans le data state, je mets le current state pour pouvoir faire des prints. Donc, première étape, implémentation du slash pour pouvoir accéder aux données.
Donc là, je raffiche mon dictionnaire de données pour mémoire. Et donc là, j'ai plusieurs tests automatisés. Donc là, ma classe, elle fonctionne déjà en l'état. Si je mets aucun sélecteur, si je l'appelle sur data, elle doit me renvoyer data. Donc là-dedans, je vois que j'ai un test qui passe, c'est déjà ça. Par contre, tout le reste, j'ai des messages d'erreur qui me disent que je ne sais pas diviser une instance de walk avec une chaîne de caractères. Et c'est bien normal parce qu'on n'a rien implémenté. Donc pour pouvoir faire ça, Ah oui, et puis, je reviendrai sur la case du dessus plus tard. Et donc ce que j'ai juste à faire, du coup, c'est implémenter sur ma classe la méthode TrueDiv, qui, à partir de l'étape que je lui demande de faire, me construit un sélecteur qui s'appelle byKey, parce que je veux sélectionner par telle clé. Et en fait, quand je vais appeler mon sélecteur sur un état de données, si ma clé, c'est un entier, alors c'est que c'est probablement une liste, et du coup, je veux faire sur ma liste, je veux renvoyer l'item, l'entrée qui est au rang donné. Si c'est un dictionnaire, mon état, donc là, je fais un test de type sur la clé. Là, je fais un test de type sur l'état. Si c'est un dictionnaire, j'utilise aussi les crochets. Ça marche. Sinon, je fais un get attribute sur mon état de la clé, en me disant, c'est que c'est sans doute un objet, et je l'appelle, voilà. Je lui implémente le dunderrepr pour la représentation, qui, si la clé est un entier, me met des crochets avec la clé dedans. Et là, pour que ce soit un dictionnaire ou une classe, j'avais envie plutôt d'afficher point pour faire la différence entre les listes et les objets, entre les séquences et les objets en fait. Donc si je prends tout ça, hop, et c'est là qu'on va voir un peu l'intérêt de Marimo aussi. Hop. Donc, j'ai rajouté à ma classe walk la méthode TrueDiv. Au passage, j'ai mis aussi du coup le premier sélecteur. Donc, comme vous l'avez dit, Florian, Selector, c'est un protocole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en hériter. À partir du moment où il y a dundercall et dunderrepr, c'est un canard. Voilà. Pour faire simple. Et donc là, si je fais Shift Entrée, mes tests doivent se mettre à jour et ils passent tous. Voilà. Donc quand j'instancie walk et que je veux récupérer la valeur associée à la clé de dictionnaire name, c'est bien hallucinations. Ensuite, là, j'ai demandé à récupérer les friends. Donc, c'est sur le dictionnaire, ça me renvoie une liste. Je veux le premier ami, je veux son nom, et dans les friends, c'est bien Frankie Manning qui ressort en premier. Donc, voilà, j'ai déjà ma syntaxe avec une méthode magique, une méthode spéciale implémentée dessus. Donc c'est plutôt chouette. Et grâce aussi à la représentation, le dunderrepr là, j'ai mon autre bloc de tests automatisés. Donc là, si jamais je me gourde dans mes chemins, par exemple, donc il me dit j'ai bien réussi à aller jusqu'aux phones, mais par contre, donc là il manque plus que le crochet 1, mais par contre j'ai pas réussi à trouver crochet 1 dans l'état courant, et en fait l'état courant c'est une liste vide, et effectivement Frankie Manning il a une liste vide. Donc là au moins dans mon code j'ai quelque chose de... Enfin voilà, j'ai les moyens de débugger mon chemin de données. D'autres variantes de chemin erroné. Donc là, je demande à récupérer l'attribut phones dans mon deuxième ami. Il se trouve que mon deuxième ami, c'est sous EQ, et elle a un attribut phone, mais pas phones. Donc voilà, j'ai un message d'erreur, pareil, qui me dit là où ça a planté.
Dernière petite variante sur les objets. Mon troisième animal de compagnie, c'est une instance de la classe pet qui n'a pas d'attribut weight. Et donc, il me dit bien, j'ai pas réussi à trouver .weight dans le current data state. Et mon current data state, pardon, c'est une instance de pet qui a name et type. Donc, il n'y a pas de weight dedans. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il met encore ça ? Et oui, voilà, c'est ça, exactement, effectivement. Donc, j'ai pas encore fait le pipe, on le fera plus tard. Parce que je m'en sers ici, c'est ça. Hop. Donc en fait, là, j'avais des erreurs. Il y a un peu de truc qui me perturbe. Bon, on va passer. On va passer là-dessus, on va continuer. Voilà, donc maintenant, comment faire pour utiliser Walk Pipe Data ? Oui, donc c'est ces erreurs-là que je voyais. Ok. Donc là, je vois que ça passe pas parce qu'effectivement, il ne sait pas quoi faire Python entre une instance de walk et un dictionnaire. Et ce qui me reste à implémenter, du coup, c'est le OR, le dunder OR. Et en fait, là, c'est un raccourci en fait pour appeler la méthode métier. Donc ça aussi, là, du coup, ça va être assez rapide à implémenter. Hop. Et il faut que je la rajoute à la bonne classe. Toc. Un petit shift entrée pour rafraîchir cette cellule. Du coup, Marimo en cascade va exécuter les cellules qui dépendent de ça, donc notamment toutes les cellules qui importent walk. Du coup, tout ça, c'est bon. Et là, c'est parce que... Alors, toc, toc, toc. Okay. Oui, je sais, ok. On reviendra là-dessus plus tard, c'est normal, il y a des cellules qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Et donc là, par contre, j'ai bien tous mes tests qui avaient du pipe qui ont pu passer cette fois-ci. Donc voilà, ma syntaxe s'affine, c'est plutôt chouette. Maintenant, j'avais envie de récupérer, de pouvoir filtrer des valeurs, des entrées dans une liste. Donc dans mon dictionnaire d'exemple, j'ai deux listes. J'ai des listes d'amis et des listes d'animaux de compagnie. Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir récupérer le numéro de téléphone de l'ami qui a pour nom SuzyQ avec un arrobase. Je vous dis un arrobase, c'est pour pointer quelque chose, pointer quelqu'un, ça s'y prête plutôt bien. Donc c'est la multiplication matricielle. Voilà. Et donc, pour l'instant, mes deux tests sont en erreur parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas faire de produit matriciel entre une instance de walk et un tuple. Qu'à cela ne tienne, pour implémenter le produit matriciel, eh bien, il faut implémenter matmul. Alors, là, je me suis dit, pour guider les personnes qui utiliseraient cette bibliothèque, là, je vais utiliser du pattern matching pour m'assurer que le filter là, qui est passé en argument à mon arrobase, donc là, j'ai mis mon annotation de typage, mais à l'exécution, Python les ignore. Et du coup, à l'exécution, il faut quand même que moi je vérifie que le chemin d'accès aux données, il est valide. Et du coup, avec du pattern matching, je dis, mon filter là, si tu arrives à faire matcher sur une séquence qui a deux entrées, key et value, alors tu as ce dont tu as besoin. Donc tu rajoutes, tu en renvoies une nouvelle instance de walk avec ces sélecteurs et tu rajoutes un sélecteur je veux le premier dont la clé a cette valeur-là. Et si c'est autre chose, tu lèves une value error en disant je ne sais pas gérer ces filtres-là. Donc voilà, petit clin d'œil au pattern matching, je ne vais pas en parler plus que ça. On a déjà du code assez compliqué comme ça.
Et là, j'ai une implémentation de mon sélecteur qui va itérer du coup sur les entrées de mon state et qui va s'arrêter dès que il y a une entrée dont la clé est égale à la valeur. J'ai fait un value getter qui lui est assez générique, qui sait traiter à la fois les dictionnaires et les objets. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dedans. Et pareil, je vais implémenter un dunder-repr qui va me faire un arrobase avec entre parenthèses la clé égale la valeur. Je trouve que voilà, c'est assez explicite. Tant que la valeur qu'on met, c'est pas un truc gigantesque, ça devrait passer assez bien. Hop. Je le rajoute ici. Je fais un shift entrée pour rafraîchir la cellule. Hop. Je vais juste replier ça histoire d'avoir un peu moins scrollé. Et si on revient voilà, sur le support de l'opérateur, et ben là je vois que mes deux tests, cette fois-ci, ils passent bien, que j'arrive bien à récupérer le 0.6 de sous EQ et que j'arrive bien à récupérer le nom du seul oiseau, enfin du premier oiseau qu'a mon personnage, et c'est bien Mélodie qui ressort, très bien. Alors maintenant, je voulais aussi pouvoir récupérer toutes les entrées d'une liste dont la clé est dans une liste de valeurs. Donc par exemple, j'aimerais bien dans les animaux récupérer les animaux qui s'appellent Caramel et Sox. Donc pour l'instant, ce test-là, il est en erreur parce que Python ne sait pas quoi faire avec une instance de walk et l'opérateur modulo avec un tuple. Donc voilà, c'est un peu la même tambouille, hein. J'ai implémenté un autre sélecteur qui s'appelle all, qui cette fois-ci me renvoie une liste d'entrées pour lesquelles l'entrée est dans... enfin, la valeur de l'entrée est dans le jeu de valeurs qu'on lui a demandé. Hop. Donc, je copie-colle. C'est quand même plus facile à copier-coller qu'à écrire pour la première fois. Hop. Alors, du coup, sur ma classe, elle commence à être un peu fournie. J'ai du TrueDiff, du OR, du matmul et du mod. Alors, le %. Et bah, cette fois-ci, mon test passe. Donc, c'est chouette. Alors, et donc maintenant, ce que je voulais aussi, c'est que dans mon chemin de données, je puisse... voilà, ce que je voudrais, en fait, c'est que quand j'exprime un chemin de données comme ça, si je fais un print, j'ai quelque chose de lisible, quoi, d'intelligible. Alors, donc là j'ai 3 tests. Et donc, il ne me reste plus... Ah oui, c'est pour ça que j'avais... Voilà. Il ne me reste plus que du coup à implémenter le dunder-repr, qui est une autre méthode spéciale qu'on appelle en général pas nous-mêmes. Et du coup, en fait, il suffit juste de faire un join sur tous mes sélecteurs, séparés par des espaces. Donc ça aussi, c'est assez simple. Tac. Hop, un petit shift entrée. Hop. Et c'est un peu ça du coup qui cassait un peu partout, c'est qu'il me manquait cette méthode-là. Donc là on voit que tout est bien passé. Représentation du chemin de données. Voilà, donc voilà ce chemin-là. Bon, même si la syntaxe elle est quand même relativement plus sympa qu'avec des crochets, des points et des choses comme ça, et des
des compréhensions de listes ou des trucs comme ça, et ben, d'avoir ça dans du debug, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, là je sais que je veux le premier animal de type bird, et là je veux le premier animal dont les types sont dans bird et dog. Après, la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est un peu dommage de commencer tous ces chemins là avec cette paire de parenthèses qui sert à rien. On aimerait bien s'en passer. J'aimerais bien passer de ça à ça. Donc c'est la même chose sans les parenthèses. Et du coup, en fait, je veux utiliser ces opérateurs-là, non pas sur une instance, mais sur une classe. Et là, du coup, qu'est-ce que vous dites pour arriver à faire ça? Méthode de classe. J'ai essayé. Donc j'ai ma classe walk. J'ai mon true div parce que j'ai quand même besoin, au bout d'un moment j'ai quand même une instance dont je viens augmenter les sélecteurs. Et je me suis dit, je vais faire je vais utiliser le décorateur classe méthode, true div, qui cette fois-ci a la classe en entrée, mon step, et ça renvoie une instance de walk / step. Comme ça marche. Marche plus. Ce cas-là, il marche plus, parce qu'en fait, quand Python voit ça, vu que j'ai implémenté la classe méthode après la méthode d'instance, cette implémentation-là, elle vient écraser dans l'espace mémoire de la définition de walk, elle vient écraser cette implémentation-là. Cette implémentation-là, elle n'existe plus. Et du coup, comme je lui demande de renvoyer un walk de / step, et bien il retombe là-dessus, qui renvoie une instance de walk / step, voilà. Donc j'ai une recursion error. Donc bon, ça casse. Et en plus, si je fais juste walk / name, il me dit ça marche pas. Je sais pas utiliser l'opérateur diviser entre une instance de type et une instance de string. Qu'est-ce que type vient faire qu'est-ce que type a à voir dans cette histoire? Bon, on a une petite idée parce que Florian nous en a parlé tout à l'heure, mais il se trouve que si on fait quelques prints, voilà, là j'instancie, bon j'ai enlevé du coup mon implémentation qui cassait tout. Si j'instancie une walk, si je fais type de mon instance, il me dit que son type c'est la classe walk. Ce qui est exactement la même chose que de faire point d'underclass, mais ne faites pas point d'underclass, pareil, les under en général on ne les appelle pas soi-même, on utilise une fonction qui les appelle, et c'est ce que fait type. Bon, si je fais type de la classe de walk, donc type de walk, j'ai type. Donc ça me dit que la classe walk est une instance de type. Ok. On continue à jouer. Et si je fais type de walk, eh ben, ça me dit que type est une instance de type. Et donc on retombe un peu dans la récursion dont Florian nous avait parlé aussi un peu tout à l'heure, qu'on peut représenter un peu sous ce graphique-là. Donc walk, c'est une instance de walk, et walk, c'est une instance de type. Et là, c'est boucle. Et en fait, type, c'est ce qu'on appelle une métaclasse. J'ai retrouvé le même clin d'œil que Florian, c'est Tim Peters, l'auteur du Zen of Python, qui dit que les métaclasses, c'est quelque chose que 99% des personnes n'ont pas besoin de savoir. Si vous vous demandez si vous en aurez besoin un jour, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Les gens qui se demandent ce que c'est, ils ont une bonne raison de savoir, de se poser la question. Et ben voilà, ce soir, on fait partie des 1%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une classe, c'est une instance de sa métaclasse. Et là, du coup, je peux raccrocher mes wagons, en fait. C'est pas une @class méthode que je devais faire, mais c'était définir une métaclasse pour ma classe walk, qui allait porter, elle, pouvoir supporter le true div, le arrobase et le %. Et, du coup, pour faire une métaclasse, il faut hériter de type. Ma métaclasse, du coup, je lui implémente true div, matmul et mode en disant, écoute, je renvoie, je fais
Du coup, j'instancie mon walk avec un by key de mon step, etc. La même chose pour les filtres. Et d'ailleurs, plutôt que ça, en fait, le mieux... Enfin, quoique... Ouais, non, là, en fait, j'avais pas trop besoin de m'embêter. Là, dans l'état actuel, ça marche tout le temps. Mais du coup, là, je me suis retrouvé quand même dans la métaclasse à faire une première instance et à appeler le arrobase et le pourcent, parce que j'ai des vérifications, j'ai mon pattern matching structurel qui est implémenté dans l'instance de classe, et du coup, ça, j'ai pas envie de m'en passer, parce que j'ai envie de garder le message d'erreur. Donc voilà, et puis ma classe, j'ai juste à dire que sa métaclasse, c'est MetaWalk. Hop. Je vais retourner là-haut. Et du coup, hop, c'est ça que j'écrase. Donc j'ai ma métaclasse et ma classe walk qui en hérite. Et bon, j'avais pas montré les tests avant, mais on va aller les voir tout de suite. Hop. Et du coup, j'avais peut-être pas écrit des tests automatisés là-dessus. C'est pas bien grave. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que maintenant, si je fais un print de type de walk, j'ai bien le type de walk, c'est la classe walk. Sa métaclasse, c'est MetaWalk. La métaclasse de MetaWalk, c'est type, et puis après ça boucle à nouveau. Donc voilà. Avant, j'avais pas cette case-là, et maintenant elle s'est rajoutée. Ouais, j'avais fait une variante de by key avec du pattern matching qui est assez intéressante aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais le remontrer. By key, il va plutôt être vers la fin. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais montrer. Attendez. Si, voilà, c'est ça. Dans le call, j'avais des if sur des types sur le type de la clé. Est-ce que c'est entier ou est-ce que l'état sur lequel je cherche à récupérer une valeur, c'est un dictionnaire? Une autre façon d'écrire ça, c'est d'utiliser du pattern matching, et on va voir que ça rend la chose un peu plus lisible. Hop. Je peux demander à match de me dire, tiens, le tuple clé état, qu'est-ce que ça match? Eh bien, si la clé match un entier, et peu importe, alors renvoie-moi state crochet self.key. Si jamais ça match, peu importe la clé, un dictionnaire qui a cette clé-là, et qui a une valeur associée, et ben là, le pattern matching structurel, et ben, il met la valeur directement dans cette variable value, et du coup, je peux juste faire un return de value. Et si jamais ça match, enfin voilà, si jamais ça n'a pas matché ces cas-là, et ben, fait un get attribute de la clé sur l'état en question. Donc je peux le récupérer. Normalement, ça casse pas les autres tests. Moi, c'était pour parler un petit peu plus du pattern matching. Et c'est vrai que si je commente ça et que je colle le dessous en dessous, voilà. Pour peu qu'on soit un peu habitué au pattern matching, en fait, en termes de lisibilité, on peut trouver ça mieux. Et en plus, là, ça se prête assez bien en fait à de la structure parce que je veux bien, je recherche quand même un dictionnaire qui a cette clé-là et qui a une valeur associée, et je veux faire quelque chose avec cette valeur. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser le pattern matching. L'autre endroit où on en voit, c'était pour les filtres. Donc là, pareil, j'avais est-ce que mon filtre,
c'est une séquence avec une clé, une valeur, alors ça marche, sinon je mets un message d'erreur. Je m'étais pas attardé là-dessus, mais je le fais là aussi pour le support de l'opérateur modulo. Là aussi, je voulais que ça fonctionne que si mon filtre, c'était bien une séquence avec une clé et une séquence de valeurs dedans. Et là, ça marche bien. Si jamais, parce que c'est une erreur de syntaxe que j'avais faite de temps en temps, j'avais oublié, j'avais mis qu'une seule valeur, alors que en fait, voilà, si j'avais oublié les parenthèses, en fait, et ben là, je mets un message d'erreur qui me dit filtre non supporté, la valeur doit être une séquence. Donc ça m'aide aussi à corriger mon code, quoi. Voilà, donc hop, si j'implémente ça, mes tests passent toujours. Ils passent toujours. Voilà. Ça n'a rien cassé. On en était là, et j'en arrive un peu à la conclusion. Donc j'espère que pour la tête, ça va. Quelques retours quand même. Donc voilà, les méthodes spéciales, ça permet d'ajouter du comportement à des instances, à des classes aussi, déclenchées par des opérateurs. Attention aux priorités des opérateurs si vous voulez vous amuser ou travailler à à les manipuler. Il y a des priorités, faut mettre des parenthèses si vous en avez besoin. Voilà. En implémentant cette classe-là, moi, des fois, j'étais pas hyper à l'aise. Quand on s'efforce un peu de donner de bien nommer ces fonctions pour dire, ouais, alors si fait, voilà, on prend le temps de mettre un bon nom bien expressif et tout ça, et ben d'avoir des dunder truediv, des dunder mod, des dunder matmul, ça m'a un peu bousculé en me disant, mais elle fait pas ça cette méthode. Oui, mais si tu veux que ça marche, il faut que ça s'appelle comme ça. Donc il n'y a pas le choix. Petit retour sur le pattern matching structurel, eh ben, c'est assez intéressant du coup pour remplacer des conditions, des if, else if et tout ça, qui portent sur la structure des données. Il ne faut pas forcément en mettre partout. C'est un petit peu moins performant à l'exécution, paraît-il. Bon, après, si on fait une ouverture de fichier ou une requête et une base, cette perte-là, elle est complètement minime par rapport à des IO. Une classe, c'est une instance de sa métaclasse. Donc par défaut, sa métaclasse, c'est type. Et si vous voulez rajouter, c'est une autre façon de rajouter des méthodes de classe. Mais parce que en fait, voilà, le décorateur @class méthode, ça émule une méthode de classe. C'est-à-dire que votre méthode, c'est toujours une méthode d'instance, mais Python, sous le capot, au lieu de lui passer l'instance pour le self, il va passer la classe de l'instance. Donc, ça marche dans 99% des cas. Continuez à vous en servir, passez pas directement à des métaclasses. Mais voilà, il faut savoir que c'est une sorte d'émulation. Émulation, c'est de moi, hein, c'est pas comme ça que c'est présenté. Voilà, donc si jamais vous voulez utiliser DataWalk dans votre projet, c'est un projet GitHub. Sachant que ce projet-là, il va un petit peu plus loin. Il permet de concaténer des chemins. Je n'ai pas montrer là pour pas que ce soit trop long, mais j'ai implémenté le plus. Waouh, super. J'ai géré aussi les slices. Ça m'a pas trop servi, mais c'était marrant à implémenter. C'est-à-dire que dans les animaux, en fait, si je veux inverser la séquence, pour pouvoir appliquer l'inversion de séquence, donc de partir du début, aller jusqu'à la fin, mais d'aller en ordre inverse, on peut le faire en faisant comme ça. Et j'ai géré aussi les valeurs par défaut. Par exemple, si je demandais dans mes animaux à récupérer la première entrée dont le type est un lion et que je veux ensuite son nom, là je sais que j'ai aucun type qui est de lion, mais si je veux renvoyer une valeur par défaut, le point walk, on peut lui donner une valeur par défaut plutôt que ça pète une walk error. Et du coup, j'ai aussi implémenté le raccourci avec l'opérateur accent circonflexe. Je ne me rappelle plus quel nom il a, quel est son petit nom en Dunder. Voilà. Donc, dernière petite question, un peu plus ouverte. Si maintenant que vous avez un peu ces éléments sous la main, si vous vouliez implémenter une petite syntaxe pour manipuler des trucs, est-ce que vous auriez des idées? Ouais. Par exemple,
Mais qui va m'amener à une question aussi. Alors, je ne sais pas si je pose la question d'abord ou... Alors, l'idée puis la question. Ouais. Alors, l'idée, par exemple, vu que tu manipules des structures de profondeur différentes, c'est d'avoir un flatten qui te permet de remettre à plat, en fait, un peu comme un Iter Tools aussi, chain list from iterable, ou un flatten qui te permet de récupérer des objets similaires des endroits Ouais. différents. Ok. Et la question? Alors, la question, ouais, déjà, je pense que tu es arrivé presque à la fin, donc déjà, Ouais, c'est la bravo, fin. parce que c'est super intéressant et génial. Moi, ça me fait penser à un projet que j'utilise tous les jours, qui est JQ, pour manipuler du JSON, mais qui est, du coup, un utilitaire en ligne de commande. Est-ce que par contre, tu as évalué, avant de t'attaquer à ce développement, tu as évalué des solutions comme JSON Pass, par exemple? Non. Attends, je sais plus, on avait regardé un peu ce qui existait, mais je crois que je sais pas si JSON Pass ça marchait avec aussi des instances de classe. Ouais, non, c'est JSON Pass, je pense que c'est C'est vraiment pour les dictionnaires. ouais, pour des dictionnaires, ouais, ça, ouais. certainement. Ouais. D'accord, donc toi, dans les contraintes initiales que tu avais, c'est que tu récupérais pas un JSON, tu récupérais déjà, en fait, une structure Avec des instances d'autres choses, comme quoi. ce que tu nous as montré, ouais, Oui, d'accord. Tu ouais. n'étais pas maître de la désérialisation, en fait, de Ouais. l'instance. D'accord, ok, donc ça se comprend aussi, ouais. Merci en Voilà. tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres idées que ça vous donne? Allez. Ah, ou, enfin, oui. Merci. Je vais joindre les deux présentations. Alors, j'ai pas eu le temps de noter quelle méthode, mais tu as des méthodes qui indiquent qu'elles retournent une instance de walk. Oui. C'est dommage, on peut pas sous-classer du coup. Si je fais une sous-classe de walk parce que je veux customiser ton projet pour mon usage, cette fonction-là, va falloir que je la réimplémente pour dire que ça retourne pas walk, mais mon alors, type. du coup, guidez-moi pour changer ça. Une contribution? Non, mais Non, sinon, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Typing.self. Alors, attends. Ah oui, il y a le point self, ouais. Et qui m'éviterait en plus des... Je sais pas. Je sais pas, mais la doc SC, donc c'est pour ça que je sais pas. Faut l'importer, self ou pas? Ouais. Self is not non, defined. faut l'importer. Donc ça doit être de typing. From typing import self, ouais. Tac. Et je crois qu'il n'y a que le true div. Alors attends, meta walk, ça renvoie pas self. Lui, ça renvoie vraiment walk. Ah oui, ou alors faut dire quelque chose qui hérite de walk avec bound et tout ça là, c'est ça? Moi, je sais, quand tu hérites quelque chose qui a une métaclasse, je crois qu'il faut que tu dises que ça prend la métaclasse aussi, sinon la métaclasse n'est pas copiée. Enfin, c'est le foutoir. C'était pas pour ça que j'en parlais, c'était pour plutôt dans l'implémentation de walk que tu avais. Ouais. Et tant que j'ai le micro, sur la dissonance des noms de fonctions, tu peux implémenter ta fonction avec le nom que tu as envie et ensuite écrire, je sais pas, matmul, comment tu l'aurais voulu l'appeler. Filter first, quoi. Filter first. Et puis tu fais def filter first et juste en dessous tu fais d'underscore matmul égale filter. Ok. Et du coup, le matmul récupère la fonction que tu as écrite juste au-dessus. Et ça te permet, en plus, pour les gens qui n'aiment pas la syntaxe avec les arrobas et tout ça, d'utiliser ton API avec les mots. Et un exemple de cet usage, c'est les sets. Où les sets, tu peux faire des unions, des différences, des trucs comme ça. Et tu as la méthode qui s'appelle union, tu as la méthode qui s'appelle différence. Mais la méthode différence, ça marche aussi avec le moins. Et union, ça doit être avec le pipe, si je dis pas de bêtises, de tête. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, si je fais filter first, je fais comme ça. Et en dessous, ligne 74. Juste après, là, voilà, tu indentes, tu fais, voilà, à ce niveau-là. Non. Underscore matmul. Ah oui, ok.
hop. __, Ouais. égale filter first. Toc. Alors, name walk is not defined. True div. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié les guillemets dans la métaclasse. Au passage, tu l'as pas dit dans les types, mais Python 3.14, il n'y a plus besoin de mettre les guillemets, puisque par défaut en Python 3.14, les annotations ne sont plus évaluées. Oui, et puis moi je ne pouvais pas le mettre en tête de mon... Je pourrais faire form future import annotations, mais sauf que mon script Marimo, il est dans du code Python, et du coup si je fais un import de ça, en fait c'est le seul import qui doit être vraiment en tête de... Donc ça ne marchait pas, donc c'est pour ça qu'effectivement... Et du coup en 3.14 on n'a plus besoin de ces choses-là. Obligé de... Voilà. Donc effectivement, en faisant ça... Ça peut t'aider à réduire un peu la dissonance et proposer Carrément. une autre API aux gens qui veulent des mots plutôt que des symboles pour construire les chemins. Donc c'est celui-là. Et donc je peux me rajouter un cas de test. Et puis ensuite on va passer à autre chose quand même, parce qu'il fait faim. Il faut que le test passe. Allez. Sinon on mange pas. Pression. Hop. Donc pour compléter là sur l'histoire de type et autres, comme je disais, c'est compliqué. Et genre, c'est pas une blague. Dès qu'on va dans ce type de cas, voilà, ça va un peu loin. Tout comme mon camarade, la plupart des choses, je les connais pas par cœur. Je vais voir la doc, d'une part. Et d'autre part, j'écoute beaucoup ce que me dit MyPy. MyPy me gronde très, très, très fréquemment. Parce que je fais beaucoup d'erreurs. Et en fait, il me dit ce qui va pas. Et parfois même, il me dit qu'est-ce que je dois faire pour corriger et que ça fonctionne. Donc, faut pas avoir peur faut pas chercher à tout savoir de tête. Dans mon expérience, ça marche pas. Bon, un test qui passe du premier coup, ouais, effectivement. Incroyable, bravo. Donc effectivement, bon. Et bon, il y aura le 1.1 demain, plus tard. Avant minuit. Non, voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une autre remarque pour avoir découvert les méthodes spéciales avec le... Alors, tu l'as dit au début, mais dans ta conclusion, tu as dit autre chose. Les méthodes spéciales, c'est pas juste pour les opérateurs. Au début, tu as dit l'inverse. Oui, il y a aussi les boucles fortes, d'autres mécanismes, les context managers et tout ça. Et du coup, quand tu utilises le mot-clé in, c'est pas forcément la même méthode spéciale qui est appelée selon où tu utilises le mot-clé in. Oh, ok. Quand tu l'utilises dans un for, quand tu fais for bidule in truc, oui, ça fait un iter, ça va appeler la méthode spéciale, c'est quoi? C'est iter. Dunder iter, je pense. Dunder iter, ouais, pour faire une itération. Ouais. Par contre, si tu l'utilises dans un test, pour savoir si tel truc est dans un container, dans une séquence ou tout ça, donc if foo in, voilà, ça va appeler la dunder method contains. Ok. Et j'ai découvert ça dans le module IP address, qui permet rapidement de tester si une adresse est dans un range d'adresses, parce que derrière, il construit pas une liste et vérifie qu'il y a l'adresse. Il fait des opérations plus simples pour aller... voilà. Il y a eu la même optimisation avec le range. Est-ce que tu veux passer le micro ? C'est beaucoup plus vieux, mais il y a eu la même optimisation avec le range entre Python 2.7 et la 3, qui pareil, en 2.7, il faisait d'abord le range, donc si on faisait la range liste, de range 1 million... oui, mais pour dire que... Michel. On s'évolue en permanence. On évolue en permanence. D'autres remarques, sinon voilà. On peut aussi parler de façon informelle autour de pizza et de boissons. Merci Hellower encore pour l'accueil. On a des boîtes de pizza. Je ne sais pas s'il y a des pizzas dedans, j'ai pas regardé. Il y a peut-être de la soupe. Ok. Merci à vous. Ouais, merci à toi.